Bienvenue dans les Minutes Cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons Marc-Antoine Ledieu, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du numérique et en ingénierie contractuelle B2B. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Grégoire. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, et toi ? Super. Donc Marc-Antoine, tu es avocat dans ton propre cabinet, Ledieu Avocat, C'est si ça. je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours pour arriver jusqu'ici ? Mon parcours, en fait, je suis un avocat extrêmement classique de formation, droit des affaires, droit des contrats. J'ai plaidé, mes 5 premières années, j'ai fait de la plaidoirie en droit bancaire, en droit du cheval, des trucs qu'aujourd'hui, ça me fait rigoler. Et c'était l'époque où on commençait à apparaître les CD-ROM interactifs. Donc ça ne parle pas forcément aux jeunes générations, c'était un truc magnifique, c'était des galettes qu'on mettait, des CD-ROM qu'on mettait dans son PC ou dans son Mac, et on pouvait cliquer, il y avait des liens, enfin, c'était l'ancêtre du web, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et ça m'a beaucoup plu. En fait, ça m'a beaucoup intéressé. Je m'étais déjà intéressé au problème des bases de données, qui étaient des bases de données d'articles de presse. La jurisprudence à l'époque, c'était ça. Et c'est une matière qui me plaisait beaucoup. Et j'ai eu une opportunité d'aller bosser dans un cabinet qui a été un des cabinets leaders sur l'explosion du web, enfin l'explosion dans le bon sens du web. Et puis je me suis lancé dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies chez nous. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans tout ce qui est numérique. Professionnel, je fais que du B2B. Et puis après ça, le dernier truc pour moi qui m'a fait vraiment évoluer, c'est la LPM 2013, où j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'on imposait à des opérateurs d'importance vitale, dont on ne sait toujours pas très bien qui c'est, mais dont on a bien certains doutes quand même de temps en temps, comment on pouvait leur imposer de faire de la sécurité des systèmes d'information obligatoires avec des règles assez lourdes. Et puis partant de là, moi j'ai beaucoup creusé l'aspect technique des choses pour comprendre, parce que nous avocats, on n'est pas formés en rien en technique. Enfin, avocat juriste, les juristes font le même métier que moi, ou moi le même métier que les juristes. Donc creuser cet aspect technique, et la dernière grosse révolution pour moi, ça a été NotPetya et WannaCry. Parce que là, on a vu apparaître, donc on est en 2017, on a vu apparaître à partir de fin 2017 dans les contrats IT rédigés par les banques des premières annexes sécurité des systèmes d'information. Alors, qui étaient rédigés, ça fait sourire aujourd'hui quand on les voit, mais le gros virage business vers la cyber, ça a été 2017, et c'est les banques qui ont lancé le truc. Et puis maintenant, avec toutes les législations qui tombent, c'est devenu, ma spécialité. D'accord. Donc plus de 10 ans à peu près, LPM 2013, plus de 10 ans que tu es dans le milieu à mettre le nez dans tous ces textes qui, je suppose, sont très digestes à lire. Un régal. C'est pour ça que je fais beaucoup de BD, c'est pour me détendre l'esprit. Je comprends, ça aère un petit peu aussi les explications. C'est ça. C'est une bonne chose, on reviendra un petit peu sur la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je voudrais rebondir, puisqu'on a pu échanger évidemment avant d'enregistrer un petit peu sur ce qu'on allait se dire évidemment sur ce podcast. Il y a un terme qui m'a fait sourire. Voilà. Oui, on peut le dire, ok. Tu t'es présenté comme RSSI legal, ouais. Donc juridique en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux développer cette notion qu'on ne croise pas souvent ? Alors, effectivement, en fait, avec le RGPD, on a vu apparaître des spécialistes de la donnée personnelle, les DPO, les Data Protection Officers. Et moi, au fur et à mesure de la sortie des textes, la LPM 2023, on a pris la directive Nice en 2016, Nice 2, fin 2022, on a pris le règlement DORA, on a le Cyber Resilience Act qui arrive, on a eu le Data Act, on a eu le Data Governance Act, grosse législation qui arrive de Bruxelles principalement. Donc c'est commun aux 27. Et au bout d'un moment, j'ai vu que les RSSI avec lesquels je bosse pas mal, ils n'arrivent pas à suivre. Il y a trop de législation, c'est toujours un mix de technique et de juridique. Alors la technique, bien sûr que les RSSI, eux, y suivent, mais alors, par contre, la manière dont c'est écrit dans ces législations, c'est parfois un peu obscur pour eux. Et donc, moi, je me suis dit, je vais proposer mes services un peu à la croisée des chemins, entre le juridique, je sais lire, je sais presque comprendre,
on va se faire modeste, presque comprendre ce qu'il y a dans tous ces pavés. Je veux dire, Nice 2, c'est 150 pages, Dora, c'est 150 pages aussi. Donc il faut interpréter. Et là, je sais que je suis beaucoup questionné sur la santé, faire le point sur la législation applicable à la protection des données de santé. Donc cyber, c'est pas que le RGPD, donc ça tape plus large. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin d'un vrai service. Et puis moi, ça m'oblige aussi à suivre ce qui sort au jour le jour, entre les normes de l'ANSSI qui sont mises à jour, ce qui nous arrive de l'Europe. Ça devient un vrai métier. Et pour ça, il faut savoir allier la pratique juridique, enfin le contrat en clair, puis il y a toute la partie audit en plus. C'est ma 3e casquette, c'est toute la partie ISO 27001 principalement. C'est d'arriver à s'en sortir. Et puis je voulais surtout pas de l'étiquette du DPO, parce que les DPO finissent par croire qu'il n'y a que la protection des données à caractère personnel dans le monde et que le droit pénal n'existe plus. Et je le dis en souriant, mais en même temps, c'est très vrai. Même la CNIL finit par se plaindre du manque de réalisme ou du manque de formation des DPO. C'est un vrai problème qui bloque des deals de partout. Ça devient des crétins qui cochent des cases sans comprendre ce qu'ils font. Et c'est ce que je voulais pas pour le monde de la cyber. Or, la législation cyber étant en train d'exploser, je me suis dit que j'allais m'auto-octroyer cette casquette et j'assure des missions pour des clients de suivi, législation et de décryptage, entre guillemets, de la législation qui sort. Législation, les normes et compagnie, parce que c'est pas juste les directives européennes, il y a tout le pan des normes ISO, par exemple. Et puis après, il y a toutes les normes de l'ANSSI, il y a les normes de l'UE aussi, il y a le Cyber EU. Comment tout ça est encadré, c'est une certaine écriture, c'est une certaine manière d'écrire qu'il faut arriver à comprendre, puis qu'il faut arriver à rendre utilisable, surtout par les pros qui sont censés déployer les mesures de sécurité technique dans les systèmes d'information. Voilà, il faut quelqu'un entre la technique et le juridique, et moi j'ai essayé de me positionner comme ça. C'est intéressant comme positionnement parce que je pense que certains se reconnaîtront dans ces expériences. On a pu vivre ce genre de situation, un peu de blocage entre, on va entrer un peu dans les clichés, mais qui ont toujours une part de vérité, les RSSI techniques qui n'ont pas forcément bien compris ou la capacité de bien comprendre, au sens où il y a un travail un peu de traduction, il faut être du milieu. Non, c'est ça, c'est absolument ça. Les textes de loi qui concernent la cybersécurité et qui considèrent donc qu'il doit y avoir justement un point d'entrée amené par le légal, et le légal, lui, le service juridique de l'entreprise, par exemple, s'ils existent, considère qu'il y a des points techniques qu'ils ne pourront pas aborder ou comprendre, et donc chacun un peu se repasse la patate chaude en disant bon, il faut faire, mais c'est à toi de m'expliquer ou c'est à toi de faire, ouais. Et on se retrouve avec une situation qui n'avance pas. On a pu le voir, le RGPD, il s'est passé un peu de temps avant que ça se mette en place, et c'est pas encore totalement bien parfait partout, notamment parce que tu nous as décrit tout à l'heure. Tu penses que comment dirais-je, c'est compliqué comme poste à mettre en œuvre. De ce que tu décris, tu fais partie des premiers, en tout cas en France, à te mettre sur le sujet. Ça nécessite quoi pour arriver à être efficace et pas entrer justement soit trop technique, soit trop légal, et puis du coup se retrouver un petit peu dans la situation que je viens de décrire? Alors, en fait, donc moi je pars de mon parcours de juriste, okay, donc juriste plaidant, plaidoirie en matière cyber, zéro quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jurisprudence. De temps en temps, on attrape les gars qui opèrent un crypto-locker. Enfin, il y a une jurisprudence tous les 5 ans. Alors un coup c'est les États-Unis, un coup c'est l'Angleterre, un coup c'est la France. Il n'y a pas de jurisprudence. Donc il n'y a pas de marché entre guillemets. Puis les poursuites ne fonctionnent pas. Je veux dire, on voit très bien que la menace cyber, qu'il s'agisse des crypto-lockers ou des brouteurs, pour le prendre soit au niveau entreprise, soit au niveau du particulier, on voit bien qu'on est face à une menace que nos sociétés occidentales ne savent pas gérer. Il n'y a pas de poursuite. Quand il y en a un, ils sont à l'autre bout du monde, on les attrape jamais. Et quand on en attrape un, on pousse des cris, il y a des coups de trompette de partout parce qu'on est trop content. Enfin, il y en a un sur, 1 million qui se fait toper. Donc là, c'est zéro. Après ça, la cyber aujourd'hui, quand on est juriste, ça va être la partie contrat. Donc il faut savoir rédiger des contrats déjà, donc c'est une certaine technicité. Déjà à l'école des avocats, c'est la partie rédaction de contrat, c'est nul, parce que historiquement, alors je parle de ce que je connais, le barreau de Paris, je vais encore me faire des amis, le barreau de Paris, l'école de formation du barreau de Paris, machin, c'est toujours fait par des gens qui plaident. Alors que la moitié des avocats ne plaident plus jamais parce qu'ils sont avocats d'affaires, en droit des sociétés, en droit de ce qu'on veut. Moi, je ne plaide plus depuis 10 ans. Je fais du contrat avec des termes cyber. Donc, ça veut dire,
connaît déjà bien son droit des contrats, qui a été entièrement réformé en France en 2016. Jusqu'en 2016, on utilisait le Code Napoléon de 1804, avec les termes du Code Napoléon de 1804, pour faire des contrats Haïti, du SAS, donc déjà c'était pas mal. Okay, donc de là-dessus arrive tout le vocabulaire et toute la technique de la cyber. Mais quand on est juriste, où est-ce qu'on l'apprend ça ? On ne l'apprend pas. Les Master 2, j'enseigne en Master 2, c'est le mode SaaS, le cloud, on l'appelle comme on veut, ils ne savent pas comment ça marche. Les profs sont extrêmement, pour la plupart, extrêmement attachés aux matières traditionnelles, donc ils n'enseignent pas tout ça. Donc on est vaguement 2-3 intervenants à arriver à faire une dizaine d'heures de cours par an où on essaie d'expliquer la technique. Et en fait, c'est ça qui bloque chez les juristes, c'est la partie technique. L'immense majorité des juristes ne comprennent absolument rien au numérique. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat, parce qu'on ne leur a pas appris. Et je vois, moi, le travail que ça m'a demandé, parce qu'à un moment, je voulais comprendre. Je veux dire, quand on parle de cartographie des systèmes d'information, ce n'est pas évident comme concept pour un juriste de comprendre qu'il faut identifier des actifs, matériel et logiciel. Alors déjà, comprendre qu'il y a du matériel et du logiciel, bon, l'un sans l'autre, ça va être difficile. Oui. Nous, on est bien d'accord. Mais pour des juristes, si on ne leur explique pas, d'accord ? Si on ne leur explique pas la cryptographie, comment est-ce qu'un juriste est capable d'aller lire la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004, qui pose la réglementation cryptographie, cryptologie même, puisqu'il y a la totale dedans. Bref, il y a un décret qui a été sorti en 2007 par l'ANSSI. C'est-à-dire, si on ne sait pas le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique et le hachage cryptographique, mais on ne comprend même pas ce qu'il y a dans le décret. Donc, moi, j'ai fait un très gros travail de formation continue en autodidacte. Moi, j'ai fait des podcasts No Limit Sécu qui m'ont servi vraiment de grosse base d'apprentissage. Puis après, à force de travailler avec des pros de la technique, il y en a un, j'appelle, j'ai dit explique-moi le réseau, explique-moi le machin, explique-moi le truc. Et puis, à force de travailler, d'aller lire sur Wikipédia, de m'intéresser à ces techniques, j'ai suffisamment progressé pour comprendre les concepts du réseau, de l'informatique. Alors, je ne connais pas tout, mais voilà, maintenant, je commence à avoir à peu près suivi. Et une fois qu'on a cette connaissance technique, c'est faire matcher les textes de loi avec la réalité technique derrière. Parce que ceux qui rédigent les lois, en général, ne sont pas très forts en technique. Et puis ceux qui font la technique ne savent pas lire ces lois et ne comprennent pas l'adéquation des mots. Et je me suis livré à un exercice qui est tout à fait consternant récemment. On prend une norme ISO ou on prend Secnum Cloud, parce que je fais de l'accompagnement pour la certification, et les termes ne sont pas les mêmes. On parle bien des mêmes choses, on va parler d'un actif d'un côté, on va parler d'un machin de l'autre, d'un actif de TIC, on va prendre un troisième mot dans DORA ou dans NIS 2, et en fait, il n'y a pas d'uniformisation. Donc il faut une vraie connaissance technique pour comprendre ce qu'il y a écrit et pour être capable de traduire, que ce soit pour des gens qui sont tech ou des auditeurs, leur dire mais arrêtez avec ISO, vous voyez là ça c'est une connerie, il faut aller comprendre ça parce que là c'est écrit clairement dans DORA. Par exemple DORA, voilà, on nous dit actifs de TIC, c'est matériel et logiciel, et les actifs informationnels, c'est la data qui est traitée. C'est ce qu'on va l'input, ok, et l'output, ça va être l'actif informationnel. Mais si on ne vous l'explique pas au départ, c'est pas évident de le comprendre. Et puis, on prend 5 textes, c'est écrit 5 fois différemment. Oui, et c'est un vrai problème. Ça complique la tâche. Un peu quand même. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour revenir sur la partie un peu éducation ? Parce qu'on imagine bien que pour ceux qui se forment pour faire des études d'avocat, par exemple, il faudrait une spécialité peut-être cyber, mais il en faudrait des tas d'autres. Et à l'inverse, ceux qui viendraient d'un cursus type master informatique, école d'ingénieur, etc., il faudrait peut-être aussi renforcer. Il y a des cours, attention, c'est pareil, mais comme tu dis, une dizaine d'heures disséminées par quelques intervenants ou quelques profs qui ne vont pas forcément toujours sur le sujet et puis qui ne peuvent pas non plus s'arrêter que sur la cyber dans l'informatique parce qu'il y a plein d'autres facettes. Est-ce que ça complexifie pas un peu la tâche aussi sur l'apprentissage du fait de cette complexité? On vit dans des sociétés extrêmement complexes. Je veux dire, on utilise un téléphone portable, c'est quand même une machine d'une complexité extrême. Tout se synchronise, ça part un coup en Wi-Fi. Donc, on vit dans des réalités complexes. Donc, il va falloir que nos enseignements, pour nos jeunes, qu'ils soient jeunes ingénieurs ou jeunes juristes, il va falloir qu'à un moment, on accepte qu'il faut des gens très spécialisés pour leur expliquer ces problèmes très pointus. Moi, j'ai une collaboratrice, ça va faire 2 ans qu'on bosse ensemble. Je passe une partie importante de
mon temps à essayer de lui transmettre ce que moi j'ai compris, qu'ensuite elle va creuser et qu'elle va intégrer. Mais si on ne le fait pas, il ne se passera jamais rien. Or aujourd'hui, quand on est RSSI, pour de vrai, j'allais dire pas RSSI legal, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer cette législation? Comment est-ce qu'on fait pour dire à son COMEX, à son DSI, quand on est rattaché à lui, bah là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Ok, le RGPD, c'est bien, mais maintenant, il y a tout le reste qui tombe de partout. Alors, je ne parle pas des très grandes plateformes, hein, avec le DMA, le DSA, des grands actes de Bruxelles. Bon, cela, j'en parle pas, parce que ça tombe sur des très gros qui sont outillés. Mais le reste de l'écosystème, la cyber, c'est pour tout le monde. Les entités essentielles et importantes sur NIS2, c'est eux, et puis tous leurs prestataires. Et les prestataires, ça peut être des entreprises de 5, 10, 15 personnes qui se retrouvent avec des mammouths en termes de législation à devoir comprendre. Bon, alors, salut, hein, il ne se passe rien, c'est clair. Mais après, il faut implémenter. Il faut implémenter avec ces notions de le principe de proportionnalité, l'analyse de risque. Ce n'est pas des trucs évidents, ni pour des gens qui ont un parcours tech. Alors les juristes, l'analyse de risque, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, hein, parce que pour eux, c'est obligation de résultat, genre tu le fais, c'est bien, tu le fais pas, t'es mort, ou l'obligation de moyens, mais si tu fais rien, c'est pas grave. Donc on a, voilà, aujourd'hui, en droit, on raisonne en termes de cyber en état de l'art. Et quand on demande à un juriste ce que c'est que l'état de l'art, bah, y a le bruit du vent en réponse. Donc y a tout un système qui doit évoluer. Et dans les facs de droit, c'est un vrai problème parce que les profs agrégés et compagnie, okay, c'est des gens qui ont une quarantaine, une cinquantaine. C'est des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Et eux, faire l'effort de se remettre en question pour aller creuser, je vais encore me faire des amis, ils ne le font pas cet effort. Donc les juristes ne sont pas formés, les profs ne sont pas formés, les étudiants ne sont pas formés. Alors qui va faire le job? C'est un vrai problème. Ok, bah c'est l'inconvénient aussi de sujets en pleine mouvance. C'est ça. Et en parlant de mouvance, donc, comme tu l'as fait remarquer, l'actualité juridique est pas mal chargée ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que tu penses que ça aura un réel impact sur les sociétés, alors plutôt de taille moyenne et petite, puisque les gros sont outillés, a priori, voire déjà contrôlés depuis quelques années, donc plutôt matures. On va partir de ce postulat qui est peut-être déjà discutable. Mais pour les plus petits, où là c'est loin d'être gagné, est-ce que ça ne risque pas tout simplement de charger la mule, mais sans que ça change grand-chose sur leur maturité, on va dire cyber, appelons ça comme ça? Ok, alors on va partir de la volonté politique de l'Union européenne. Je n'invente pas la roue, hein. Oui. Ce que je dis, c'est ce que je lis et ce que je comprends. Oui, bien sûr. On voit bien que depuis qu'on nous a inventé TCP/IP, hein, V1, je crois que c'est 1971, un truc comme ça, on voit bien que toute l'industrie du numérique, hein, que ce soit les réseaux, les fabricants de matériel, les logiciels, machin, ça n'a jamais été pensé pour être sécurisé. Donc en fait, pendant presque 50 ans, on ne s'est pas soucié de la sécurité. Et on découvre aujourd'hui avec le phénomène des crypto-lockers, enfin des ransomware, machin, avec la cyberguerre qui existe pour de vrai, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Je veux dire, c'est une réalité d'aujourd'hui. L'Union européenne a compris qu'à un moment, on avait un problème structurel de nos sociétés. Je veux dire, quand on en est à réglementer les opérateurs d'importance vitale ou les entités essentielles, on voit bien que c'est le fonctionnement même de nos sociétés qui est remis en question. Donc, je cherche ni à avoir tort, ni à avoir raison, mais à un moment, l'UE a dit, si on ne réglemente pas ça, si on ne fait pas faire un grand pas en avant vers plus de sécurité, hein, j'entends, on va au-delà d'une catastrophe. Et j'en veux juste pour explication, là, Vincent Strubel, qui est le directeur général de l'ANSSI, aux Assises de la sécurité à Monaco, il nous l'a dit, hein, c'était dit, il craignent le big one, l'effondrement, un secteur domino, alors l'électricité, on voit très bien, hein, l'électricité, les réseaux de transport d'électricité qui tombent en cascade, plus d'électricité. Ok, ça veut dire qu'on n'a plus d'ascenseur, ça veut dire qu'on n'a plus de téléphone, ça veut dire qu'on n'a plus de bornes de recharge pour nos voitures électriques, ça veut dire qu'on n'a plus de métro, ça veut dire qu'on n'a plus de train, enfin, nos sociétés ne fonctionnent plus. Donc, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On voit aujourd'hui, le législateur, quand même, je sais que c'est des politiques, très bien, mais il voit bien que si on fait rien, on va au-delà d'une vraie catastrophe. Parce que de l'autre côté, que ce soit les crapuleux ou les États malveillants, hein, la Corée du Nord, la Chine dans une large mesure, la Russie évidemment, eux, ils n'ont aucun scrupule. Hein. Eux, s'ils peuvent nous abattre ou nous gêner ou nous polluer ou tout ce qu'on veut, ils vont pas s'arrêter. Les Américains étant assez bons quand même dans le créneau. Hein. Merci Snowden de nous avoir révélé que le premier cyberattaquant au monde,
C'était quand même les États-Unis. Mais c'est un autre débat. Donc, pour revenir à ta question, si on fait rien, on va au-delà d'une énorme catastrophe. Donc, on va réglementer. Parce que moi, je le vois, moi, j'écris des contrats B2B, okay, dans ce domaine-là. Il y a 2 manières de motiver les entreprises et les administrations, mais les entreprises surtout, pour faire de la cyber. C'est soit ils se sont fait attaquer, une fois. Donc, quand ils ont vu la panade dans laquelle ça les a mis, j'y arrive avec plus rien. Il n'y a plus de facturation, il n'y a plus de paye, il n'y a plus d'expédition. Il n'y a plus rien, quoi. L'entreprise s'arrête. Alors, une fois qu'ils l'ont vécu, quand ils voient les frais de remédiation et ce que ça coûte, hein, et puis de faire venir des spécialistes en catastrophe comme ça, okay, donc là, ils sont vaccinés, là, ils se mettent à faire de la cyber. Il y a un exemple qui est tout à fait frappant, hein, c'est très public, c'est Saint-Gobain, qui a pris WannaCry ou NotPetya, je ne sais plus, c'est NotPetya en 2017. Dès que quelqu'un essaie de contracter avec Saint-Gobain aujourd'hui, hein, je ne suis pas l'avocat de Saint-Gobain, donc j'en parle très librement, Saint-Gobain, ils sont complètement parano sur la cyber parce qu'ils l'ont vécu. Donc ça, c'est la première catégorie. Tu l'as vécu, tu l'as forcément mal vécu, ça t'a coûté une blinde, à un moment, ta responsabilité, tu mets tout le monde au carré et en avant. Et l'autre manière de faire, c'est que, moi je suis très frappé par ça, tous mes clients qui travaillent tous dans le numérique, hein, c'est des prestataires de services, c'est des éditeurs, c'est des hébergeurs, c'est tout ce qu'on veut. Mais ils disent tous, cyberattaque ? Non, c'est pas moi, je suis trop petit, je suis pas de cible, je suis pas intéressant. Donc, face à cette réaction généralisée, on est à 99% de l'écosystème des professionnels du numérique qui réagit comme ça, l'Union européenne, derrière, n'a pas le choix, ils disent on vous impose des règles de sécurité. Alors, on va taper au niveau des opérateurs d'importance vitale, ça c'est la France, qui protège ses infrastructures à elle. Priorise en quelque sorte, bien sûr. Voilà. Et puis après, l'Europe va dire la même chose, et ça s'appelle les opérateurs essentiels ou importants. C'est juste une question de degré. Et on oblige à faire de la sécurité avec des normes connues. Au hasard, hein, ça va être du ISO à peu près pour tout le monde. Et derrière, c'est un pouvoir de sanction. Parce que si on ne fait pas ça, il ne va rien se passer. Parce que c'est bien connu, la cyber, c'est de l'argent dépensé pour rien. Bien sûr, il n'y a pas de retour sur investissement sur des dépenses cyber. Donc, ça ne rapporte rien. Et comme on vit, notre capitalisme européen, occidental, c'est du trimestre. Il faut faire rentrer du chiffre au trimestre, et on fait le bilan sur l'année et on regarde ce qu'on a généré. La cyber, ça coûte, et la cyber, ça ne rapporte rien. Parce qu'une fois qu'on s'est fait poney, évidemment, et qu'on a pris un cryptolocker et qu'il n'y a plus de système d'information et qu'il y a 1500 salariés qui font rien, là, on réfléchit différemment. Là, on passe en mode survie complète. Donc là, les ratios comptables, les calculs avec les beaux tableaux Excel, machin, là, ça n'existe plus. C'est direct en mode survie. Et entre les deux, il y a l'Union européenne qui réglemente, et qui réglemente, et qui réglemente. Et à chaque fois, on va prendre un secteur, on va prendre un type d'activité, et on va dire, c'est vous, et c'est tous vos prestataires. Et l'exemple type, c'est DORA. Donc le règlement DORA, qui est la cybersécurité, blablabla, pour le secteur financier, banque, assurance et plein de petits prestataires, des petits prestataires, des trucs très particuliers. Et là, c'est dit, à partir du moment où vous, banque, vous, assurance, vous, entité financière, vous devez protéger vos fonctions critiques ou importantes, c'est toujours les mêmes mots, hein, c'est essentiel, critique, vital. Oui. Okay. Là, pour ça, vous allez être obligé de faire un catalogue de mesures. C'est du ISO, hein, comme toujours. Hein. À un moment, on ne réinvente pas la roue. Mais c'est vous, et puis c'est tous vos prestataires qui vont toucher à vos fonctions critiques ou importantes. Donc, en fait, le mouvement législatif, c'est les États ou l'Union européenne qui va réglementer un secteur d'activité ou des secteurs, un NIS 2, c'est multisecteur, donc c'est entre guillemets une loi générale. Et derrière, c'est le drame des supply chain attack, on a bien compris, même le législateur a compris le problème des supply chain attack. Si je vais attaquer le château fort, le château fort il est protégé, donc je vais avoir du mal à rentrer, donc je vais faire quoi ? Je vais faire le cheval de Troie. Et le cheval de Troie, c'est ça la supply chain attack. Je vais passer par quelqu'un qui a le droit de rentrer de manière légitime, et grâce à lui, une fois que je suis rentré, je pète. Ça, pour beaucoup d'entreprises ou beaucoup de prestataires, ils ne se sentent pas concernés. Parce que SolarWinds, la fameuse affaire SolarWinds, qui m'a stupéfié quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, mais ça parle à qui ? Ça parle aux gens qui s'intéressent à la cybersécurité, aux gens qui s'intéressent aux cyberattaques. Et c'est une infime minorité, y compris des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, à un moment, il n'y a pas photo, il faut réglementer, et il faut réglementer avec des sanctions, si le boulot n'est pas fait. C'est l'exemple du RGPD, où on a fini par avoir des vraies sanctions qui tombaient sur les très gros,
Et puis sur des tout petits, parce qu'à un moment, on dit que si des tout petits ne font pas le job non plus, il y a des médecins qui se sont fait condamner à titre individuel parce que l'imagerie de leurs patients n'était pas chiffrée sur leur disque dur. Tout était libre d'accès, sans mot de passe. Alors, je ne parle pas du double facteur d'authentification. Hein. Ce qu'on dit double facteur d'authentification, ah si, j'en ai une géniale celle-là. Je l'ai entendue il y a même pas 3 semaines. C'est un DPO de compétition qui a exigé, hein, mais puis il était très sérieux. Hein. J'exige un double facteur d'authentification. Alors on était là, c'était un tocard, hein, ça s'entendait depuis un moment, on se dit qu'est-ce qu'il va nous dire ? J'exige un login, mais je veux un password aussi. Voilà, on était au double facteur d'authentification. Donc il ne manquait plus que le gars des PTT avec sa casquette et sa 4L jaune, et on avait la totale. C'est ça aujourd'hui la réalité des DPO, mais des juristes en général, qui ne savent pas ce que c'est que la double authentification. Alors, je ne parle pas du chiffrement, hein, parce que là, ça commence à être vraiment barbare. Et cette inadéquation, à un moment, c'est législation massive. Blam, on impose, on met des dates, personne ne sera prêt à temps, mais si on ne fait pas ça, il ne se passera rien. Il faut montrer la direction au moins, l'encadrer avec des sanctions, puisque tristement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et espérer que la prise de conscience se fasse par la carotte ou le bâton, mais qu'au bout d'un moment, on avance. On a enlevé la carotte. On a enlevé la carotte. Ah oui, la carotte. Mais justement, est-ce que ça ne pose pas problème, ça ? Parce que pour des entreprises qui auraient envie, qui comprendraient, qui se disent « Ok, il y a un cadre légal, je suis concerné, et puis ça a du sens, admettons. » Mine de rien, c'est repenser son budget. Et pour des structures qui ne dégagent pas forcément beaucoup de bénéfices ou qui ont des budgets serrés, ça peut être compliqué. Alors, effectivement, là, on a une approche, nous les Européens, qui est un peu naïve par rapport à celle des Américains. Quand les Américains disent... il suffit d'aller suivre les discours de Biden, hein, parce que je rappelle que Trump avait dit « Oh là là, l'informatique, c'est un peu suspect, on devrait revenir au papier ». C'était juste avant qu'il envoie attaquer le Capitole. Mais c'est une autre histoire. Les Américains, quand ils disent « Bon, allez, à partir de maintenant, on va faire du sérieux », tout de suite, il y a 10 milliards ou 50 milliards de budget, qui sont attribués, qui sont distribués. Enfin, qui sont attribués aux entreprises pour faire avancer les choses. Nous, les Européens, c'est toujours pareil. On va attendre un peu de temps. Ensuite, on va nous sortir un texte très difficile à comprendre, extrêmement long, DORA, Nice 2. Hein. Pour les lire, il faut s'accrocher un moment. Et puis, on oublie de parler de pognon, comme si le pognon, c'est vrai, c'est sale. Enfin, on ne parle pas d'argent, hein, on est entre gens de bonne compagnie, c'est important. Voilà, les missions de service public, l'État, c'est magnifique. Mais au final, effectivement, il y a tout un écosystème qui dit vous êtes gentil, vous nous mettez 24 mois, machin. C'est des budgets, c'est des process, c'est des gens, c'est des ressources humaines. Bien sûr, c'est bien de vouloir faire auditer tout le monde ISO 27001. On va avoir assez d'auditeurs. Il faut les former, les auditeurs. Je me suis formé ISO 27001. Je suis juriste. Mais ça a été une semaine de cauchemar pour moi. Parce que quand on rentre dans des détails avec des cases à cocher, machin, à un moment, mais je ne suis pas taillé, je suis pas... Enfin, j'étais pas fait pour ça. Donc, j'ai fini par y arriver parce que je me suis accroché, mais c'est très difficile. Donc, là, je sais qu'en France, par exemple, et de manière générale l'Union européenne, ça y est, il y a du pognon qui commence à arriver. Mais comme nous, on vit dans des magmas administratifs où il y en a de partout, où est-ce qu'on va chercher les aides ? Qui attribue les aides ? Alors, je suis dans un programme dont je viens d'apprendre l'existence. Il y a l'Union européenne qui met 50%, les régions en France remettent 50%, mais en fait, c'est pour faire un peu d'accompagnement, et ensuite, il faut aller prendre les produits. Enfin, c'est genre aide-toi, le ciel t'aidera. Et pour ça, juste dire faites de la cyber, c'est obligatoire. Je sais que je dis beaucoup ISO, mais enfin à un moment, on ne va pas réinventer la roue, hein, là encore. Oui. Mais derrière, qui paye ? C'est comme le web depuis 30 ans. On a été habitué à ce que tout soit gratuit. On cliquait partout, on accédait à tout, on téléchargeait de la bande dessinée, par exemple. On trouvait tout ce qu'on voulait gratos. Puis à un moment, on nous explique qu'il faut sécuriser, donc ça va coûter de l'argent, puis il y a des trucs qui vont devenir payants. Mais c'est une sorte de révolution culturelle, et pour les professionnels, et pour les particuliers. Mais il faut regarder les offres cyber que font les grands opérateurs télécoms. Moi, j'ai essayé l'offre cyber Orange. On clique sur 3 trucs, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui foire, le téléphone s'éteint, on prend le truc, on l'efface et on passe à autre chose. Donc, c'est en cours. C'est une sorte de mouvement en cours où on réalise que il faudrait faire de la security by design, quoi. Objectivement. Si on veut arriver à ce que tout ça évolue, va falloir le penser dès le départ. Mais là, on en est à la vague. Déjà, on va essayer de rattraper le retard de force. On va donc taper sur les gros, sur les moyens, puis ça va commencer à descendre sur les petits. Et puis l'Union européenne est en train de nous pondre une quantité de textes qui arrivent.
Cyber Resilience Act, Cyber Solidarity Act. Il y en a, l'IA, il y en a, je sais, mais je n'ai pas le temps de les lire. C'est infernal. Mais là, on va commencer à gérer la data qui est collectée partout. On va avoir une réglementation. Enfin, le logiciel, il y a quand même un truc extraordinaire. Quand on fait de la bouffe en professionnel, on a des règles d'hygiène. Ok. Quand on fait des avions, on a des règles de sécurité très précises. Quand on fait du médicament, on est très contrôlé. Il y a une seule industrie qui n'a aucune obligation de qualité. C'est l'industrie du logiciel. C'est quand même extraordinaire. On est tous tributaires de tous ces outils géniaux. Je suis le premier à adorer ça. Mais il n'y a aucune norme de qualité. Et bien là, il y a l'Union européenne qui vient dire « Bon, alors maintenant, les vulnérabilités, ça suffit. OK, on va vous rendre, vous, tous éditeurs de logiciels, vous commercialisez en on-prem, vous commercialisez en mode SaaS, en cloud, OK, et open source pareil, et bien maintenant, vous allez être responsable de ce que vous faites. Et il va falloir corriger. Ce qui veut dire en clair que ça pose un énorme problème pour l'open source, parce que quand on voit l'affaire Log4j, Log4j, c'était quoi? C'était 2 personnes dans le monde qui maintenaient cette bibliothèque qui était distribuée à des centaines de millions d'exemplaires, et puis tout d'un coup on découvre une énorme vulne, et comment on fait pour patcher? C'est du logiciel libre, donc débrouille-toi, ok, on va attendre que la communauté se bouge, il n'y a pas de responsable, et puis les deux qui tenaient ce Log4j à bout de bras depuis des années, ils vont faire quoi? On va leur faire un procès, on va les mettre en prison parce qu'il y avait une vulne. Enfin, il y a un écosystème qui va devoir évoluer de force. Et pour ça, le début, c'est la LPM 2023, où il y avait un article tout à fait révélateur là-dessus, et puis on a fait parler un des sous-directeurs de l'ANSSI qui a dit « Attendez, à partir du moment où, en France, vous commercialisez un logiciel ou un service qui a de l'open source dedans, et si l'open source est affecté d'une faille critique, c'est celui qui commercialise avec l'open source embarqué qui prend la responsabilité. » Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ce qui est logique en soi. Ce qui est tout à fait logique. Il prend son risque en s'appuyant sur des choses mises à disposition. Voilà. Alors le problème, c'est qu'au lieu d'embarquer une bibliothèque logicielle, je travaille avec des développeurs, par paresse, en temps, ils en mettent 150. Comme ça, le jour où ils en ont besoin, c'est déjà embarqué dans le truc. Et puis on découvre une vulne. Alors le truc n'est pas actif, mais en fait, on rentre dans la vulne du truc qui n'est pas actif, on remonte, et puis supply chain attaque et machin, et ça se diffuse, et c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, faire prendre conscience aux professionnels du développement déjà de ces problématiques de sécurité, il semble que ce soit un vaste débat. Alors les juristes derrière, bon courage quoi. Alors, je suis curieux de connaître ton avis sur l'évolution de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a du réglementaire, alors bon, il y en a beaucoup là, il y en avait avant. C'est juste que là, ça tombe beaucoup plus souvent, ça encadre de plus en plus d'usages. Tu penses que l'avenir sera meilleur dans les années qui viennent d'un point de vue attaque cyber, événements? Est-ce que justement ça se calmera un peu, ou à l'inverse, on n'a toujours pas un train de retard, mais on encadre aussi des nouveaux usages, et donc tant que l'usage nouveau n'est pas encore sorti, on est un peu dans l'attente que les premières vagues, que les premières pluies tombent. T'en penses quoi? J'en pense que le numérique, la révolution du numérique, ça a une 50aine d'années. Okay, pour des États, on dit bien la vieille Europe, donc des vieux États, arriver à encadrer un truc aussi révolutionnaire qui touche nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles, qui bouleverse nos vies, qui bouleverse nos habitudes, qui bouleverse nos relations sociales. Je veux dire, les applications de rencontres, il y a 20 ans, ça n'existait pas. On voit aujourd'hui que les jeunes générations, ils se rencontrent comme ça. Okay, c'est tellement nouveau qu'il faut arriver à réglementer ça. On voit qu'il y a des continents entiers où ils attendent que ça se fasse. Nous, les Européens, au bout d'un moment, on essaie de réagir parce qu'on voit qu'il y a des excès. Il faut réglementer. Mais c'est compliqué pour des juristes habitués à digérer du temps long, d'arriver à réagir sur des temps assez courts. En fait, moi, j'ai fait mon premier contrat SaaS, c'était en 2007. Donc, ça fait quoi, 15 ans? Okay, donc, c'est pas si vieux que ça. Et maintenant, on commence à réglementer un peu. Alors, si on réglemente trop, on va tuer l'innovation. Discours classique, mais qui est vrai aussi. Si on ne réglemente pas, on va se retrouver avec le problème de l'IA. Aujourd'hui, si on ne fait rien avec l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas Madame Soleil. Enfin, on voit bien qu'il y a des excès potentiellement graves et qu'il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc, comment ça va tourner? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en l'espace de 10 ans, l'Union européenne s'est emparée du problème et réglemente
massivement, de manière presque excessive. Enfin, soit ils font rien, soit à un moment, ils s'y prennent. Alors, on va prendre la data, on va prendre la sécurité, on va prendre les données personnelles, liberté publique. Enfin, il y a plein de sujets. Tout d'un coup, il y a tout qui tombe. Alors, c'est plus ou moins bien écrit, mais nous, les Européens, on se soucie du problème. Parce que dans quel autre continent ou endroit du monde on entend parler de ces réglementations ? À peu près nulle part. La Chine, j'en parle pas. La Russie, bon, c'est un État mafieux, donc ils n'ont pas besoin de loi. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, surtout le président Poutine. Les Américains, traditionnellement, n'aiment pas la réglementation. Ils poussent toujours beaucoup à l'autorégulation. En matière de numérique, sans parler de cyber, on voit que c'est un échec complet. Je veux dire, Meta, toutes ces boîtes qui font n'importe quoi depuis des années. Alors, ils commencent vaguement à être un peu sanctionnés, mais de par la nature même de leur système, les Américains n'aiment pas cette réglementation. Puis ils voient que l'Europe, en sens inverse, alors les grands opérateurs sont quand même aux États-Unis, et puis l'Europe réglemente. Donc on agit différemment. Est-ce que faire que réglementer sans pousser au développement d'un vrai écosystème numérique en Europe, c'est peut-être un peu dommage quand même, parce que donc c'est conçu ailleurs, mais nous on réglemente. Enfin, c'est quand même un peu curieux. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, on va au-delà de tas de catastrophes. Je veux dire, les données personnelles, il était temps que ça vienne quand même. Non, le RGPD, c'est excessif, c'est pas toujours bien appliqué, il y a des trucs, franchement, ça sert à rien. Ok, mais c'était le début. Maintenant, on voit que le problème, c'est tout simplement, c'est la cybersécurité, quoi. C'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce phénomène des supply chain attacks, moi, quand je fais des conférences, là, je vais voir des experts comptables bientôt. Déjà, ils vont me voir arriver, ils vont faire la tronche en me disant ça va encore me coûter un bras. C'est conneries, parce qu'ils le pensent vraiment comme ça. Puis quand on leur explique le concept de la supply chain attack, là, par contre, ils sont très embêtés parce que eux, ils sont connectés avec toutes les DAF, tous les machins. Enfin, je veux dire, donc, si on attaque un expert comptable, ils sont que 8-10 avec un petit Wi-Fi avec le mot de passe qui est sur un post-it bien visible depuis la fenêtre extérieure. Faut être clair, c'est comme ça que ça se passe, on le sait tous. Okay, quand on leur explique que ce sont les maillons faibles, puis qu'au bout d'un moment, on va aller chercher des responsabilités, et que c'est sur eux que ça va tomber, là, ça fait moins rien. Les avocats, c'est pas mieux. Je n'en veux pas à nos amis experts comptables. Je parle pas des médecins. Bon, bref. Si on fait rien, il se passera rien. Donc, ça va continuer à tomber. Puis à un moment, on va avoir tellement légiféré qu'il faudra que ça rentre en vigueur. Ça va prendre un peu de temps. Mais là, en ce moment, c'est la période où ça légifère comme des malades. Un levier pour faire évoluer tout ça, qui est parfois même inscrit dans les textes de loi, sensibiliser. Alors, sensibiliser, on le fait déjà, les acteurs différents, les collaborateurs, collaboratrices des entreprises. Ça pousse un peu plus sur sensibiliser aussi les instances de direction. Tu approuves cette mise en avant par les textes ? C'est absolument... Oui, j'approuve complètement, parce qu'en fait, et c'est assez logique, quand on est banquier, on s'intéresse au métier de la banque. On ne s'intéresse pas à l'informatique. L'informatique, c'est un outil. Okay, quand on est, je sais pas moi, qu'on fabrique des barrages pour faire de l'électricité avec des turbines, on ne s'intéresse pas à l'informatique. Or, dans les deux cas, on est totalement tributaire de ces outils informatiques. Mais tant qu'on ne veut pas comprendre la réalité de la menace, je veux dire, les gens tombent toujours du placard quand je leur explique que la majorité des cyberattaques, ce sont des programmes qui sont lancés via l'Internet, okay, et puis qui vont chercher tout seuls les vulnérabilités, qui vont s'installer tout seuls. Et une fois qu'ils seront installés, ils vont envoyer un petit ping à un C2 quelque part qui va faire bip, 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 ok, bien reçu, tiens, lui, on va bien le massacrer. Les gens ne savent pas ça. Donc si on n'explique pas justement à tous ces décideurs dont c'est pas le métier, tout ça, comment ça fonctionne et combien ils sont potentiellement victimes, si on les sensibilise pas, ils le feront jamais. L'anecdote qui fait rigoler tout le monde et que je tiens de source sûre, le DAF d'une très grande entreprise qui avait son programme, alors genre 1 heure de sensibilisation cyber par an, au moment où le petit webinar ou le questionnaire arrive en ligne, il se lève, « Gisèle, vous prenez ma place, vous remplissez bien le questionnaire, je vais en profiter pour aller faire mes courses. » On sait que c'est comme ça que ça se passe. Okay, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut les intéresser de force. Parce que c'est eux après qui vont déclencher les budgets. C'est eux qui vont prendre l'analyse de risque. Parce que nous qui gérons les analyses de risque, ceux qui les rédigent, ceux qui les revoient, ceux qui orientent, machin, une fois qu'on arrive devant son COMEX et qu'on leur explique l'ampleur du problème, c'est le COMEX qui va prendre la décision de débloquer le budget. Donc s'ils ne comprennent pas le problème,
ils vont jamais débloquer de budget. Ou alors, ce que j'ai encore vu récemment, c'est bon, il y a une nouvelle loi, c'est NIS V2. Ah, c'est la V2, on va attendre la V3. Ah non, on va pas attendre la V3. Bon, on attend la V2, d'accord. Tu veux combien 100 000 ? Bon, tu auras 20 000, tu reviens dans un an. Ouais, et ça continue comme ça. Eh ben, il faut réglementer. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut attendre que l'Union européenne réglemente et impose des formations, et puis des formations qui sont traçables, entre guillemets, machin, et tu documentes que tu as bien fait, que truc. Donc on va se retrouver, et je suis en train de le faire en ce moment, à faire des sensibilisations COMEX, enfin, notamment à des gens qui sont des opérateurs télécoms, enfin des trucs qui sont méga sensibles. Et puis à un moment, j'ai l'impression d'être instituteur devant des enfants de 5 ans. Sauf que ce serait plutôt moi l'enfant de 5 ans et eux les instituteurs. Bon, c'est un truc qui est complètement parano. Alors les RSSI en interne, ils veulent plus le faire, parce que de toute façon, ils sont internes, donc on les écoute pas. Donc on fait venir un intervenant externe. Donc c'est sympa quand c'est un avocat, parce qu'on se dit au pire il va mentir un peu, hein, parce que c'est bien connu, on est tous des menteurs. Ça brille un peu, ouais. Voilà. Et puis pour un peu qu'on ait l'humour et qu'on fasse passer un peu le message, mais c'est un truc qui est extrêmement difficile à faire. Je sais pas celui qui va aller former le président de BNP Paribas, genre 160 000 collaborateurs dans le monde pour lui expliquer le risque cyber. Je lui souhaite bon courage. Or c'est ça qu'impose aujourd'hui toutes ces réglementations. Et si on fait pas ça, ça marchera pas. Et puis c'est sur 3 niveaux. C'est on sensibilise le COMEX, la direction, on gère les directions métiers pour faire bien comprendre, là on rentre dans la technique, puis après il y a tous les users, parce que si tout le monde continue de cliquer sur n'importe quoi, ça sert à rien d'avoir sécurisé. Je veux dire, la terreur, c'est le phishing. Pourquoi c'est une terreur ? C'est parce qu'une fois qu'on a les credentials et qu'on rentre dans un système d'information, on n'est même pas détecté. Puisqu'on a la clé de la serrure, donc on rentre et on fait ce qu'on veut. Parce que sinon, les attaques qui viennent vraiment de l'extérieur, alors les vulnes, les 0 day, ok, pas de bol, très bien. Les trucs mal configurés, pas de bol, mais le phishing, tout le monde clique. Moi, je reçois un nombre de phishing, on m'a accusé de pédophilie un nombre de fois absolument incroyable, de trucs de partout. C'est sidérant. Et les gens cliquent. Au bout d'un moment, ça clique. Par erreur, par inadvertance. Donc, si on ne forme pas tout le monde, à un moment, non. Mais je veux dire, les gens sont là, ils ont reçu un email, il faut qu'ils répondent. Mais répondez pas à un email, quoi. Vous n'allez pas mourir. Vous avez raté un coup de téléphone. Si les gens ont vraiment un besoin de vous appeler, ils vont vous rappeler. Mais non, ça rend tout le monde frénétique. Et il faut former tout le monde. Là, il y a du boulot. Il faudrait commencer déjà très jeune. Et l'éducation nationale, j'ai peur, en France, ne soit pas tout à fait dimensionnée pour déjà expliquer ça, comment ça marche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des trucs de base. Enfin, faudrait prendre une éducation à partir des tout petits, oui. et que ça monte. Oui. Vaste problème. Oui, vaste problème. Sensibilisation cyber pour les plus jeunes, y compris sur le cyberharcèlement. Par exemple. C'est un vrai sujet. Parce qu'il y a le fonctionnement et puis il y a ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, oui. Moi, j'ai réussi, j'ai deux garçons qui sont grands maintenant, j'ai réussi un truc en cyber, c'est qu'ils ne mettent aucune photo sur des réseaux partout. Ils utilisaient les chats, les machins, mais les trucs privés, les DM, mais jamais ne s'afficher publiquement sur les réseaux. Ça, j'y suis arrivé. Donc, ils sont assez peu visibles, ils échangent entre eux, mais pas cette exposition à un moment. Facebook, les gens, il y a la folie Facebook, tout le monde mettait tout sur Facebook. On a envie de dire, mais vous êtes des malades mentaux, quoi. Cette éducation-là, il va falloir la faire aussi. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas dimensionnés pour ça. Moi, je trempais un peu dans cet univers, donc j'ai obtenu 2-3 trucs. Mais c'est extrêmement difficile. En plus, c'est tellement facile d'usage, tous ces machins. Les téléphones d'aujourd'hui, donner ça à un enfant de 3 ans, il va swiper, hein, ça c'est sûr. Il va faire peut-être que des conneries, mais tout de suite, c'est fait pour que c'est le côté ludique, le côté facile, ça marche bien. Oui, intuitif aussi, voilà, effectivement. Vrai sujet. Alors, justement, une expérience personnelle que tu aurais pu, un projet, un sujet, peu importe, que tu aurais pu sous-estimer. En fait, on rejoint ce qu'on disait à l'instant, parce que moi je le vis aujourd'hui au quotidien, c'est législation pour les professionnels qui doivent faire de la cyber. Tous, ils me téléphonent pour me dire que ça ne s'applique pas à eux, ou qu'ils ne vont pas pouvoir le faire, ou qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est un mouvement généralisé. Et pour moi, donc c'est le métier que d'accompagner des pros pour faire les choses à peu près correctement. Il y a un moment, par moment, je suis démuni parce que c'est un discours qui est tellement généralisé que on a l'impression que même la menace ne fonctionne, la menace de sanction, qui est quand même heureusement assez théorique, parce que si on commence à sanctionner tout le monde, d'abord les autorités de contrôle n'y arrivent pas, mais le simple concept de résistance au changement et à l'application de ces textes, c'est un truc où je suis extrêmement démuni. C'est très, très, très difficile.
une levée de bouclier plus importante que ce que tu pouvais imaginer. Ce serait une levée de bouclier, il y aurait une réaction positive. On proteste, on menace, on fait. Oui. Okay, non, là, c'est je tourne la tête, c'est pas moi. Je cherche une manière d'esquiver. Ça botte en touche. C'est la stratégie de l'évitement par principe. D'accord. Et au bout d'un moment, alors il y a ça, et puis après, il y a la lassitude. De toute façon, je déjeunais avec un de mes confrères qui est assez versé dans le numérique, qui me disait, mais à un moment, ils attendent. Quoi. Ah, il y a encore un nouveau texte. Ah oui, d'accord. Bon, vous en parlez pas. De toute façon, les autres, on n'en peut plus. Il y en a trop. On s'en fout. On n'a pas le budget. Enfin, tout est bon pour ne rien faire. Et puis la cyberattaque arrive. Parce qu'à mon avis, il va plus y avoir de victimes via les cyberattaques que via les autorités de contrôle, qui elles-mêmes sont complètement démunies. Parce que quand une autorité de contrôle comme l'ANSSI prend NIS 2, pardon, il faut pouvoir le gérer en interne, il faut pouvoir le lire, il faut s'organiser, machin. Et des délais en 2 ans, c'est pas évident quand même pour une structure comme par exemple l'ANSSI, d'arriver à prendre tout ça. Je dirais, on va multiplier par 30 le nombre des entités régulées. Mais l'ANSSI, ils ne vont pas faire x30 en termes de ressources humaines. Okay, et ils ne vont pas avoir x30 dans les moyens même déployables pour aller sous-traiter. C'est faire bouger complètement les lignes. Il y en a, ils croisent les bras, ils attendent. Il y en a qui ont fait ça avec la CNIL pour le RGPD. Puis de temps en temps, il y en a un sur qui ça tombe. Là, le dernier sur qui c'est tombé cette année, nous les pros, on en rigolait tellement on se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Ça a été Criteo. Criteo, dont l'objet social de Criteo, c'est de mettre des cookies sans consentement pour aller profiler les gens et aller vendre de la pub. Okay, c'est juste complètement interdit de faire comme ça par le RGPD. La procédure a duré plus de 4 ans. D'accord ? Ils ont fini par être condamnés. Mais au bout de 4 ans. Ce qui veut dire que, même s'ils ont été condamnés à payer 40 millions, mais pendant 4 ans de contrôle, mais ils ont continué à bosser, donc ils ont continué à générer du chiffre d'affaires. J'en veux ni à Criteo ni à personne, mais c'est l'exemple qui est tout à fait révélateur. Est-ce qu'aujourd'hui, Criteo, ils ont changé ? Je ne sais pas. Mais il a fallu attendre 4 ans. 4 ans de procédure en cours. Donc ça veut dire, je te renvoie, et je te machin, et je te truc. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Donc ça finit par se mettre au carré sur les données personnelles. Mais les données personnelles, tous les DPO, ils pensent qu'avec l'article 32 du RGPD, on a fait de la sécurité. Ils ne savent même pas lire l'article 32, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Si on veut faire de la sécurité aujourd'hui, on va déployer tout. On déploie du SMSI, ISO, machin. Oui, je le dis encore. Oui, mais à un moment, il faut une méthode. Donc, oui, mais c'est ça. Elle n'est pas là pour rien non plus, celle-là, cette norme. Ok, c'est perfectible, on ne comprend pas tout. Si, ça va. Une fois qu'on a fait ça, là, on a protégé ces données. On a protégé toutes ces données. Le problème, c'est qu'on a expliqué aux gens que les données personnelles, si on ne le faisait pas, on allait mourir. Enfin, quand on se fait poutrer avec un crypto-locker, on est content d'avoir fait sa compliance RGPD. On est juste mort à côté. Donc là aussi, il faut un peu remettre la charrue, non pas avant les bœufs, mais bien derrière. Et il va falloir qu'on avance. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que ça avance. Mais ce n'est pas gratuit. Et donc, alors, quand on est une entité régulière, puisqu'il faut parler un peu d'oseille, c'est vrai que c'est sale, mais on peut en parler. Donc quand on est une entité régulée, NIS 2, DORA, LPM, machin, donc on doit dépenser de l'argent pour faire sa sécurité obligatoire. Donc ça vous coûte. Mais les prestataires qui sont impactés, eux aussi, il faut qu'ils fassent l'effort. Donc, pareil, ils mettent en place de la sécurité, ça coûte de l'argent. Mais eux, ils vont grimper leur prix. Auquel cas, les entités dites régulées, NIS 2, LPM, DORA, tout le monde, ils disent, attendez, moi ça m'a coûté 1,5 bras déjà, toute cette histoire, et vous les prestataires, en plus vous en profitez pour augmenter vos prix, donc c'est le double effet qui se coule, donc je vais payer 2 fois. Et l'Union européenne derrière qui va distribuer 3 biscuits, 3 subventions sous forme de biscuits, comme ça. Enfin, il y a un moment, c'est bien d'imposer, c'est bien de contrôler, alors on va attendre les contrôles, hein. Parce que les contrôles, ils ne vont pas tomber à la date d'entrée en vigueur de l'un et de l'autre. Ça ne va juste pas être possible, quoi, parce qu'il n'y aura déjà pas de contrôleur, donc on va être bien. Mais il faut que tout le monde se mette à planifier des budgets. Et puis, on fait son analyse de risque une première année, il y a 53 points, on va traiter les 20 premiers. Puis une fois qu'ils sont traités, l'année après, on va peut-être en traiter 5 de plus. Voilà. Et faire comprendre que en fait, c'est un cycle vertueux où il faut avancer progressivement. Mais si on le dit gentiment comme ça aux professionnels, ils vont tous dire, on va commencer par rien faire, puis comme ça, l'année prochaine, on fera forcément un peu plus. Non, on réglemente massivement, on menace de contrôle, et puis ça va avancer bon gré, mal gré, jusqu'au jour où il y aura
le fameux Big One, comme dirait le directeur général de l'ANSSI, là, ce jour-là, ça fera moins rigoler. Parce que le jour où il y aura des morts, ou je ne sais pas moi, le marché de Rungis qui est bloqué en informatique, ça veut dire qu'au bout de 3-4 jours, il n'y a plus à bouffer sur Paris, la région parisienne. Okay, là, on va voir si ça continue à faire rigoler tout le monde. Donc, soit on attend la catastrophe, on a beaucoup accusé les Américains en 1941, aujourd'hui, on va arriver à la date anniversaire de Pearl Harbor, on a beaucoup accusé les Américains d'avoir laissé faire l'attaque sur Pearl Harbor pour justifier le renversement d'opinion et dire « Ah, regardez, vous avez vu, bon, il faut vraiment qu'on y aille ». Bon, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, c'est juste que les services le déchiffrement est arrivé trop tard, on avait des indices, mais ils n'étaient pas sûrs. Je ne pense pas que nos politiques jouent à ça. S'ils jouent à ça, c'est vraiment des mauvais, et là, il faut s'en débarrasser vite. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, et puis après, il faut que le mouvement s'enclenche, et il faut que ça avance. Et ça va avancer forcément plus lentement que ne pensent les autorités. Oui, ça ne se fera pas tout seul, mais il y a un encadrement, il y a une prise de conscience déjà par le régulateur, mais aussi... L'Europe. Oui, l'Europe. Les nationaux, c'est plus dur. Mais l'Europe, c'est dans la sphère de compétences de l'UE. Et il y a eu une vraie volonté de l'UE de réglementer le numérique. Le pétrole du 21e siècle, c'est la data. Il faut donc sécuriser la data, la chaîne de transformation de la data. Donc, ça va être les réseaux, les logiciels, le stockage, machin. C'est parti. Ça a commencé avec Nice 1, le RGPD. Puis alors maintenant, ça tombe. Ça déroule. Ouais. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Marc-Antoine. Avec grand plaisir. Pour rappel d'ailleurs, parce que tu sensibilises beaucoup et notamment aussi au travers d'articles agrémentés de dessins, si je ne dis pas de bêtises. En fait, notre problème, nous les juristes, c'est qu'on est habitué à lire. Il faut aller lire Dora, Nice 2, machin. C'est infernal. Donc quand après on essaie d'expliquer, soit on fait des slides avec du texte, et au bout de 15 minutes, la majorité de la salle a ouvert la fenêtre et tout le monde a sauté, parce que c'est vrai, c'est épouvantable. Et moi, je suis très passionné de BD, puis à un moment, ça m'a appris, j'ai essayé de faire matcher les deux. Et donc maintenant, très officiellement, j'ai un accord avec un gros éditeur français qui m'a ouvert son catalogue, et j'essaie d'illustrer avec de la BD tous ces concepts, soit techniques, soit juridiques, soit un peu les deux. Et en fait, c'est mon avant-vente. Parce que si j'explique et que tout le monde arrive à comprendre ce qui se passe dans la LPM, Dora, Nice 2, là je travaille beaucoup, parce qu'on a une énorme production législative en 6 mois, je diffuse beaucoup, j'explique les concepts. Parce que si je les ai bien compris et que je les fais comprendre, ça veut dire que dans mes contrats, ils sont écrits au carré. Et donc, derrière, je vais vendre des prestations qui seront moins de la formation, j'en fais un peu, mais c'est surtout derrière comment est-ce qu'on écrit entre professionnels tous ces contrats, les annexes techniques, les plans d'assurance sécurité et tout le tremblement. Mais pour rendre ça un peu compréhensible et suivre l'actualité, moi, je communique avec de la bande dessinée. C'est toujours... entièrement et librement accessible sur mon site web, technique et droit du numérique.fr. Ça, c'est une volonté de ma part, c'est de me dire, si j'ai fait l'exercice, moi, de comprendre, j'ai pris le temps d'illustrer, et ça me prend beaucoup de temps, parce que faut prendre les BD, il faut les découper, il faut avoir l'autorisation de modifier les phylactères, c'est le terme, c'est la bulle, c'est les phylactères, pour en faire un truc qui soit visuellement un peu intéressant, et puis qui soit techniquement irréprochable, techniquement au sens du droit ou de la technique. Quand j'ai fait tout le chiffrement, comment ça marche le chiffrement, j'ai bossé avec des pros, avec un copain qui a un M1 en cryptographie, pas les crypto-monnaies, on va arrêter le gros délire. Donc j'ai fait valider techniquement tout, j'ai préparé les schémas, j'ai illustré en BD, et je fais mes cours comme ça, je fais des comex comme ça, je monte ça avec ma collaboratrice, et c'est d'abord c'est frappant visuellement, parce que moi j'ai une mémoire visuelle, en fait je suis parti de là. Mémoire visuelle, donc moi un personnage qui a le bras qui se lève en l'air et qui se met à faire je savais qu'il allait dire ça, machin. Ensuite, je vois pour les gens qui viennent voir, visiblement ça les surprend parce que personne fait ça, parce qu'il faut l'autorisation des éditeurs pour réutiliser les BD, sinon c'est de la contrefaçon tout de suite et machin. Et puis une fois qu'on est celui qui fait ça, on diffuse sur les réseaux, LinkedIn, machin. Les gens vous appellent, les gens vous posent des questions, et c'est une manière de se faire connaître aussi. Et comme j'aime vraiment beaucoup la BD, ça me permet de marier
et mon métier et cette manière de l'exprimer en vivant une partie de mes journées dans des bulles avec des personnages qui viennent d'univers très différents. Moi, j'aime beaucoup la SF, et puis de temps en temps, je vais prendre un mythe grec ou romain, où il y a des casques avec des spartiates qui vont foncer, ou des univers un peu steampunk du début du siècle. Là, je suis en train de finir toute une présentation sur la menace numérique avec un univers typiquement des années 1900. Mais de temps en temps, il y a des vaisseaux spatiaux un peu étranges qui arrivent. Enfin, voilà, du moment que ce soit joli, visuellement, techniquement irréprochable, après je mets en ligne, et puis chacun peut les consulter. J'en ai, je sais plus, 420 ou 430 présentations librement accessibles depuis mon site web, et que je poste et que je mets à jour, et blablabla. Voilà. La BD. Ça commence à être consistant. Du coup. Ah oui, je fais ça depuis... en fait, ça m'a pris avec la LPM 2013. Où là, j'ai commencé à me documenter, et puis le temps que j'obtienne les autorisations, ça m'a pris près d'1 an et demi à avoir un éditeur qui m'accorde le droit gratuit de faire ça. Quand je fais de la formation payante, je rémunère l'éditeur, c'est normal, tandis que quand je mets en ligne et que c'est gratuit, je ne rémunère pas l'éditeur. Je lui fais de la pub, d'accord, mais enfin, il a accepté que j'utilise ses droits d'auteur sans le rémunérer. Et la plupart m'ont dit non. J'en ai un qui m'a dit oui. Je remercie les éditions Delcourt, les éditions Soleil, et je remercie Sébastien Le Foll, qui est mon contact depuis quelques années, qui a cru dans ce projet, dans cette manière de faire, et qui voit que tout le monde y trouve son compte, et que je lui fais de la pub. Évidemment, je lui fais de la pub. Il y a des super BD chez Delcourt Soleil, mais en même temps, j'ai le droit de les utiliser. Et quand c'est gratuit, que c'est en ligne, j'ai plein d'étudiants qui s'abonnent, j'ai plein de RSSI qui viennent voir du juridique, j'ai des pros, j'ai un peu de tout. Voilà, si on ne fait pas savoir comment ça marche, voilà, ce problème de sensibilisation, ok, si nous les pros on s'y met pas, on va pas avoir que des formations payantes. Je veux dire, c'est pas possible. Les podcasts, pourquoi les podcasts ? Ça permet de diffuser du savoir, de sensibiliser, de se faire connaître aussi. Moi, j'écoute énormément de podcasts dédiés à la cyber, au monde numérique. Et je me suis formé en partie comme ça. Il faut aussi partager pour essayer de faire progresser le niveau. C'est important, on partage ce point aussi, puisque justement, on est C'est pour ça que j'accepte volontiers, j'ai accepté ton invitation aussi, pour témoigner de ce que je vois comme un professionnel. Et puis quand il y a des gens comme toi qui décident de faire l'effort, d'investir dans du matériel, d'avoir un fil conducteur, d'essayer d'intéresser l'écosystème, ou des gens hors écosystème purement numérique ou cyber, ouais, c'est bien. Puis on a les moyens, les outils de communication qui permettent de le faire. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. En profiter, oui, ouais. Clairement. Eh bien, Marc-Antoine, merci beaucoup. Avec grand plaisir encore. Et à une prochaine. Très bonne journée à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur www.kedros-cybersécurité.fr. Kedros Cybersécurité est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.